grands-parents, ils étaient nés au 19e siècle, hein, donc ça date. Mon grand-père est parti faire la Première Guerre mondiale, il a fait Verdun, il a été d'ailleurs sérieusement blessé là-bas. Il est revenu, il était d'abord journalier à la sortie de la guerre, comme avant de partir à la guerre. Puis ensuite, il est devenu métayer, puis fermier. Et il a réussi à acheter sa première ferme en 1931, donc ici. L'objectif, c'était d'abord de nourrir sa famille et ensuite voir s'il y avait des produits qu'il pouvait commercialiser. Il y avait déjà dans son mode de fonctionnement le lien terre-mer, mais d'abord pour trouver leur autonomie alimentaire dans une alimentation diversifiée qui était issue des produits de la terre. Où le matin, il était plutôt ici présent sur la ferme, et l'après-midi, plutôt sur la zone de marais, où il y avait déjà des animaux au pâturage, mais aussi ses activités où il y avait des poissons et tout ça. Et dans cette maison-là, donc il y avait la partie où habitaient mes grands-parents, qui était cette partie-là, et mes parents sur cette partie-là. Et moi, voilà, dans cette chambre où la fenêtre est fermée, voilà, j'ai débuté ma vie ici. Mon grand-père avait cette relation avec les animaux qui faisait qu'il ne pouvait pas avoir dressé ses chevaux de trait et les voir partir à l'abattoir. L'élevage, c'est une activité économique, c'est une activité de relation avec les animaux. Et moi, j'aime bien dire que cette relation avec les animaux d'élevage, c'est un lien qui nous élève. Et je pense que mon grand-père m'a transmis effectivement ce lien aux animaux. Donc ça, c'est une vache, je l'ai achetée borgne, elle était borgne. Hein. Et malheureusement, sa première mise bas, elle a éjecté la matrice. Ça peut arriver. Donc le veto m'a dit, il faut à poil la garder, il faut l'abattre parce que tu vas être emmerdé. Bah, j'ai dit, moi je fais pas ce pari-là. Donc je l'ai mise au repos 1 an. Et depuis, bah, elle m'a fait un veau tous les ans sans aucune difficulté. Alors elle est borgne, elle a une expulsion de matrice, elle est vieille maintenant. Les Hollandais disent on fait de la viande avec du lait, c'est-à-dire qu'ils ont des animaux qui sont en lactation jusqu'à 5-6 ans, et à 7 ans, ils les conduisent à l'abattoir et ils font de la viande avec ça. Moi je refuse de faire ça. Un animal, quand je lui demande d'engager une carrière de reproducteur chez moi, j'ai l'impression d'avoir un contrat moral. Et donc je ne conduis pas ces animaux-là à l'abattoir. C'est parfaitement indécent de le commercialiser en vache de réforme, c'est comme ça que ça s'appelle, en fin de vie pour un bifton de 400 ou 450 €, je trouve ça indécent. Depuis que je suis éleveur, je n'ai conduit à l'abattoir que des mâles. Je suis en ce qu'on appelle polyculture, polyélevage, avec des productions qui sont toutes dédiées exclusivement à l'alimentation humaine, c'est-à-dire que toutes mes surfaces en grande culture, qui représentent à peu près 100-110 hectares, sont dédiées à l'alimentation humaine. Je mélange les espèces, c'est-à-dire que je cultive dans la même parcelle au moins 2 espèces. Là, il y a 2000 € de chiffre d'affaires sur la parcelle. Ouais. J'ai planté les arbres ici en février 2009. Voilà. Pour faire de l'agronomie, notre principal allié, c'est l'arbre. Parce qu'à lui tout seul, il cumule une quantité d'avantages, une multitude d'avantages qui contribuent à l'amélioration de la fertilité des sols pour faire de l'agronomie. Son système racinaire qui se régénère très vite alimente la matière organique du sol et donc est un outil de séquestration du carbone redoutable parce que les arbres photosynthétisent beaucoup et sont, c'est bien connu, des acteurs de la séquestration du carbone. Ce système racinaire qui, parce qu'il y a de la culture entre les deux, a horreur de la concurrence, va fouiller en profondeur et va se connecter avec la nappe phréatique. Et donc quand l'eau est en excès, tous les 28 mètres, j'ai un barrage d'arbres qui fait que l'eau circule, ce qui évite que on assiste à une érosion des sols où la terre est en bas de la parcelle. Et à l'inverse,
Quand l'eau est rare, comme en été, ce système racinaire des arbres qui est connecté à la nappe phréatique remonte l'eau pour la rendre disponible pour les cultures qui sont intercalées. Ils échangent des minéraux, ils échangent de l'eau, ils communiquent entre eux et c'est comme ça que les arbres sont les acteurs de l'agronomie. Quand mon père arrive ici au début des années 60, les animaux disparaissent, les arbres disparaissent aussi. Parce que mon père tombe dans des logiques de monoculture, c'est-à-dire qu'il choisit une production et il se spécialise, il devient un spécialiste de cette production-là, qui s'appelle le maïs irrigué, pendant 35 ans. C'est-à-dire que pendant 35 ans, il est spécialiste de cette production. Mais on fait ce choix parce qu'on a décidé que l'agriculture française et même européenne devait être une activité économique exportatrice, que le rôle de l'agriculture, c'était de mettre des devises dans la balance commerciale. Ces agriculteurs-là ont adhéré à tout ce qui leur a permis d'atténuer la pénibilité du travail et d'entrer dans des modèles qui économiquement, parce qu'ils étaient accompagnés notamment par les politiques publiques, leur permettaient de ne pas être en marge de la société et de sortir de cette approche où ils n'étaient que des cutéreux. On ne travaille que sur la productivité, que sur le quantitatif, et pour atteindre ce potentiel génétique, l'azote, on continue de l'utiliser massivement, mais parce qu'on utilise massivement de l'azote, on a aussi besoin de massivement de pesticides, de fongicides, parce que quand on met beaucoup d'azote, les plantes sont extrêmement sensibles aux ravageurs, que ce soit des champignons ou des insectes, et on utilise beaucoup de pesticides herbicides, parce que autour de ces plantes, parce qu'il y a beaucoup d'azote apporté sur le sol, on a des plantes concurrentes qui peuvent venir concurrencer ces variétés qui par ailleurs ne savent plus rivaliser avec des plantes sauvages parce qu'on a effacé les paramètres de rusticité. Donc on voit bien le cercle vicieux que ça a amené. On a su très vite que les pesticides n'étaient pas anodins pour la santé. On a vu très vite apparaître des maladies professionnelles autour des pesticides, mais ça a été l'omerta. On a mis la chape de plomb sur la cocotte minute pour que le couvercle ne saute jamais, jusqu'à ce que ça devienne presque une affaire d'État. Et puis on se réfugie derrière des mauvais alibis. On a besoin de cette agriculture productiviste parce qu'il faut nourrir la planète. Qui sommes-nous, nous les agriculteurs des pays du Nord, pour aller dire on va aller nourrir les pays du Sud avec cette agriculture productiviste qui accélère le changement climatique, qui effondre la biodiversité. On est aujourd'hui 7,5 milliards à la surface de la planète, plus d'1 milliard souffrent de la faim. Alors que les denrées agricoles produites à la surface de la planète pourraient nourrir 12 milliards de personnes. Donc on voit bien que le problème, c'est pas la quantité produite, c'est pas la capacité à produire, c'est la dimension de partage, parce qu'on préfère détruire un stock parce que le marché n'est pas favorable, pour entretenir cette économie de marché, plutôt que de mettre à disposition ce stock pour nourrir le milliard de personnes qui souffrent de la faim. Aujourd'hui, on sait les dégâts de ces pratiques-là, et surtout, on sait faire autrement, et c'est ça que j'essaie de montrer, c'est-à-dire qu'on fait autrement avec des pratiques de bon sens qui s'inspirent du bon sens paysan, tout en intégrant des méthodes de production modernes qui ont effacé cette pénibilité du travail. Les écologistes, c'est les meilleurs alliés de l'agriculteur, c'est les meilleurs alliés des agriculteurs, parce que ce qu'on propose là, c'est des réponses qui vont sortir l'agriculture de la mauvaise ornière dans laquelle elle est, où 35% des agriculteurs vivent avec moins de 350 € par mois, où un agriculteur se suicide chaque jour, et où les perspectives de développement, d'avenir pour l'agriculture sont extrêmement sombres. On nous dit souvent, mais vous les doux rêveurs de l'agriculture biologique, vous allez affamer la planète. Sauf que quand on pratique ces logiques agroécologiques, on arrive à rivaliser en productivité avec des pratiques basées sur le monospécifique, parce qu'on travaille sur la fertilité du sol, on restaure la fertilité du sol. Et le capital sol, il est fondamental, il est nettement plus important que le capital financier. Le capital sol, c'est lui qui va permettre d'asseoir définitivement la souveraineté alimentaire dans la durée. Ça fonctionne en termes
d'efficacité économique, ça fonctionne en termes d'efficacité écologique, et ça fonctionne aussi en termes d'efficacité sociale, à la fois parce qu'on crée de l'emploi, mais aussi parce que, putain, on est heureux, quoi. Donc là, ce que tu vois là, ce bosquet là, avec un poteau électrique au milieu, qu'on voit là, ouais. C'est les vestiges d'une des stations de pompage que j'ai achetées, de la plus grosse d'ailleurs des stations de pompage que j'ai achetées. Regarde le niveau d'eau là. C'est-à-dire que moi, quand j'étais gamin, là, c'était le trou d'eau où on se baignait. Les développements agricoles qu'on fait ici, en terre, sur le bassin versant de la Seudre, hein, qui est le petit fleuve à l'estuaire duquel on produit de l'huître de Marennes-Oléron, conditionne la possibilité de continuer de produire de l'huître de Marennes-Oléron. C'est-à-dire que si on est sur une activité agricole qui surexploite une ressource qui s'appelle l'eau, et qu'il n'y a plus d'eau qui arrive au bassin ostréicole, on ne pourra plus faire d'huîtres. Et je persiste à dire qu'on ne pourra pas conduire de politique ambitieuse sur le milieu marin, on ne pourra pas avoir d'ambition sur l'écosystème marin, sur la restauration de l'écosystème marin, si on ne tient pas compte des activités et de la relation de l'homme avec l'eau sur les bassins versants, parce que l'eau, elle finit toujours en mer. Les gens qui vous disent, on peut pas, qui nous disent, on ne peut pas changer du jour au lendemain, sont des gens qui n'ont rien compris. C'est-à-dire que plus on fait d'agroécologie, et plus on a de réponses économiques. Et c'est parce que j'ai trouvé des systèmes rentables que je peux rembourser l'investissement de ces équipements d'irrigation sans les utiliser. C'est là que tout se joue. C'est là qu'on comprend tout. C'est-à-dire que là, c'est la zone humide qui collecte l'eau qui descend du bassin versant tout au-dessus, là. Et l'estuaire de la Seudre, il est au pied du clocher, là-bas. Donc là, on a un périmètre, là, la zone qui est devant nous a fait 11 000 hectares. Avec l'avènement des nouvelles pratiques agricoles depuis 60 ans, la volonté était de poser la charrue là-dedans, de tout retourner et d'y faire du maïs. Et on perdait toute la logique de fonctionnalité hydraulique que remplit cette zone-là, c'est-à-dire qu'au-delà du paysage que ça représente, on perdait tout ça si on avait fait du maïs. On a développé le maïs sur des zones où hier il y avait des prairies qui nourrissaient des herbivores qui mangent de l'herbe. Tu te rends compte ? Le crime de lèse-majesté, des herbivores qui mangeaient de l'herbe. On avait des prairies, des zones humides qui stockaient l'eau, qui épuraient l'eau. Et que fait le maïs? Il retourne ses prairies, draine, vient les irriguer, c'est-à-dire que là on est dans la stratégie des shaddocks, c'est-à-dire qu'on vide l'eau au printemps pour pouvoir semer le maïs, et on revient avec du matériel d'irrigation pour irriguer, alors que au départ c'est des zones humides qui stockent l'eau. Sauf que le maïs est pauvre en protéines. Parce qu'on a choisi le maïs pour nourrir des herbivores, on est obligé d'aller chercher des protéines. Et donc, je te le donne en mille, on va chercher des protéines où? De l'autre côté de l'Atlantique, sur le continent américain, où pour satisfaire ses besoins en protéines, on déforeste de la forêt amazonienne. Alors qu'avant, on avait des produits d'excellente qualité, qu'entretenaient des espaces remarquables, et qui participaient aussi au bien-être animal, parce que des animaux renfermés dans des bâtiments, je ne suis pas sûr que ce soit le top du top en termes de bien-être animal. On a des études aujourd'hui très abouties, conduites par l'INRA, qui font la démonstration que ces animaux nourris au binôme maïs-soja produisent du lait ou de la viande qui ont inversé leur rapport oméga 3, oméga 6. Les anciens disaient « le lait est un antipoison ». Et ils disaient ça parce que justement le lait porte beaucoup d'oméga 3 et que quand on avait une inflammation du corps humain, on consommait du lait et la présence de ces oméga 3 affaiblissait l'inflammation du corps humain. En vérité, l'intolérance au lactose, c'est une intolérance à ce liquide blanc qu'on ose encore appeler du lait, qui est pauvre en oméga 3, donc peu d'anti-inflammatoires, très riche en oméga 6, beaucoup d'oméga 6, et que quand ils consomment ce liquide blanc, parce qu'il y a beaucoup d'oméga 6 et peu d'oméga 3, provoque une inflammation dans leur système digestif. Le véganisme est souvent présenté comme une approche écologique, c'est absolument faux.
C'est-à-dire que c'est au mieux une pensée philosophique, et le débat peut avoir lieu autour de la mise à mort des animaux. Moi, ma femme serait là, elle pourrait témoigner de la difficulté que moi j'ai à conduire mes animaux à l'abattoir, hein, même si je sais que c'était leur destin dès le début. L'incohérence de ce qu'ils nous proposent, c'est qu'ils sont abolitionnistes de toute forme d'élevage. Je ne dis pas qu'il faut continuer de manger de la viande, je dis qu'il faut même réduire très drastiquement notre consommation de viande, mais on ne peut pas être sur des logiques abolitionnistes de toute forme d'élevage. Ici, sur cette réserve, on a des exclos où les animaux ne vont plus depuis 2009. Et depuis 2009, tous les ans, sans exception, quand on fait un recensement de biodiversité sur ces exclos où les animaux ne vont plus pâturer, c'est effondrement de la biodiversité. L'agriculture aujourd'hui, telle qu'elle est pratiquée dans sa grande majorité, c'est une hérésie énergétique, c'est même une injure à l'intelligence. Sur l'agriculture que je pratique moi, pour produire 2,4 calories alimentaires, je mobilise 1 calorie énergétique. Le modèle agricole dominant est une injure à l'intelligence dans le sens où pour produire 1 calorie, seulement 1 calorie alimentaire, il faut mobiliser 7 calories fossiles. Si on n'invente pas le modèle de l'après-pétrole, on ne pourra pas nourrir 9,5 milliards de personnes en 2050. Or, c'est l'argument qu'ils utilisent pour continuer de nous dire on a besoin de prolonger ce système productiviste parce qu'il faudra nourrir l'humanité en 2050. Sauf que c'est une impasse. En 2050, il n'y aura plus de pétrole pour continuer sur ce modèle-là. 80% de l'air qu'on respire à chaque instant est composé d'azote. Et on a la magie de la nature qui nous met à disposition une bactérie qui se fixe sur le système racinaire de ces plantes qu'on appelle des légumineuses et qui fixe de l'azote parfaitement gratuite et parfaitement inépuisable, puisque 80% de l'atmosphère est composée d'azote. Et on continue d'utiliser du pétrole pour synthétiser de l'azote. C'est ça. On voit bien le délire là. Nom de Dieu, et ça me mettrait presque en colère. Le principal rempart à l'émergence de ces pandémies et de ces zoonoses qui fait que d'une espèce sauvage, on développe une maladie qui se développe sur l'espèce humaine, le principal rempart à ces zoonoses et à ces pandémies, c'est la biodiversité. Et quelle est l'activité économique qui met le plus en danger la biodiversité, rempart de ces zoonoses et de ces pandémies? C'est l'agriculture. L'agriculture qu'on soutient avec moult argent public. La FNSEA, c'est un énorme syndrome de Stockholm. C'est-à-dire que ça devrait être un syndicat de protection des agriculteurs, et en vérité, c'est un lobby au service de leurs bourreaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les agriculteurs, ils ont perdu leurs autonomies, l'autonomie semencière, l'autonomie génétique, l'autonomie de décision, parce que justement, ces grandes firmes qui proposent des semences, des engrais de synthèse, des pesticides, les orientent sur des décisions qui ne seraient peut-être pas celles qu'ils prendraient s'ils réfléchissaient un peu. Et la FNSEA, qui est un syndicat d'agriculteurs, qui devrait défendre les intérêts des agriculteurs, défend en vérité ces logiques productivistes. Et donc c'est pour ça que je dis que la FNSEA, c'est un syndrome de Stockholm, c'est-à-dire qu'on est en train de continuer d'orienter l'agriculture sur ces logiques qui satisfont d'autres intérêts que les intérêts des agriculteurs et les intérêts de ceux qui sont directement liés aux activités agricoles, c'est-à-dire les mangeurs. Le système tentaculaire de la FNSEA, c'est le système tentaculaire qui verrouille la SAFER, qui verrouille le monde de la coopération agricole, qui verrouille le ministère de l'Agriculture, qui verrouille la MSA. On a aussi notre régime de santé agricole indépendant, qui est absolument consternant d'ailleurs. Et Xavier Belin, qui était président de la FNSEA, affichait clairement la couleur, envoyait tout de suite l'objectif, c'est de dire demain, l'agriculture en France doit être réalisée par 100 000 agro-managers. Ça veut dire 1000 structures par département. À chaque fois qu'on avait des très beaux projets d'installation basés sur d'autres logiques que l'agriculture intensive, ils montaient au créneau pour les flinguer. C'est-à-dire que l'agriculture, c'est un sujet du climat, c'est un sujet de la biodiversité, c'est un sujet de la santé, c'est un sujet de souveraineté alimentaire, c'est un sujet de revenus des agriculteurs, c'est un sujet de renouvellement des populations d'agriculteurs. Et on ne doit pas discuter de ça avec le seul monde agricole. On doit discuter ça dans le cadre d'un débat de société. Et c'est ça qu'on doit faire à l'échelon de l'Union européenne. Et c'est pour ça que je suis engagé dans cette vie politique à l'Union européenne.
citoyenne et je ne suis pas élu par les agriculteurs, je ne suis pas là-bas pour aller faire du corporatisme. Je suis là pour imaginer, construire des politiques publiques qui servent l'intérêt commun. C'est ça l'enjeu. En France, la moitié des exploitants agricoles a plus de 50 ans. À leur retraite, rares sont les exploitations reprises par des jeunes. Elles vont le plus souvent agrandir des fermes existantes qui deviennent ainsi toujours plus grandes. Dans ce film, nous avons été à la rencontre de jeunes agriculteurs qui ont réussi à s'établir. Tous ont fait le choix d'une production locale et bio. La ferme collective du Ticot en Isère. Guillaume, paysan boulanger sur les monts du Lyonnais. Et Aude-Marie, maraîchère dans la Loire. En 2000, j'ai fini un BTS en fait agricole avec la spécialité bovin-lait. Et en fait, à l'issue de ce BTS, je voulais m'installer en apiculture, mais j'avais pas de foncier. Donc je me suis mis à rechercher du foncier tout en travaillant. Et puis quand j'ai fait le CFPP à Nyons, au cours de cette formation, j'ai travaillé chez un maraîcher. Et donc là, je me suis dit que c'était du maraîchage que j'aimerais faire. Et après, bah voilà, ça a été un long parcours pour pouvoir trouver du foncier. Et puis 1000 aléas de la vie qui ont fait que j'étais un peu à droite à gauche. J'ai travaillé dans des magasins bio, saisonnière agricole. J'ai travaillé sur des foires pour des huiles essentielles. J'ai fait de l'usine, j'ai refait de la saison agricole, un peu du bric-à-broc. Je les ai déjà bien ramassés lundi, parce que comme personne n'a de tomates cette année, et ben, j'ai les petits pépés du village qui d'habitude n'en prennent pas. Ils sont venus en chercher. T'sais. En fait, en 2012, j'ai rencontré une association qui s'appelle Vivre Bio en Rouennais. Et eux, en fait, avaient fait le constat d'un manque d'offres de légumes sur la petite région du Rouennais. Et donc, ils cherchaient auprès des collectivités du foncier pour installer des maraîchers. Ils avaient trouvé des terres là, sur la commune de Neulise où je suis installée aujourd'hui. C'était un projet qui était un petit peu long à mener parce qu'en fait, il n'y avait vraiment rien. Il a fallu monter un bâtiment et voilà. En fait, véritablement mis en culture, il y a 1 hectare, mais vraiment qui produisent, il y a 7000 m², avec 1000 m² de serre. Nous, on est vraiment à une époque où on est vraiment reconnu, on est remercié, les gens recherchent du produit local. Tu sais, les retours des clients aussi, qu'on me dise merci de ce que je fais. Et moi, il y a des trucs avant, j'étais femme de ménage, jamais on m'a dit merci d'avoir si bien passé le balai, quoi. Alors qu'il y a des moments où j'étais très fière de moi. Celles-ci, c'est les miennes. En ville, le magasin de producteurs que je sers, c'est une petite structure. Là, ce qui est bien, c'est qu'en fait, on est un collectif de producteurs. Donc c'est intéressant pour les gens de venir et faire un vrai petit marché. Pas que les gens aient à faire des kilomètres à travers la campagne pour avoir des bons produits. Il va y avoir la loi Ergalim qui impose 50% de produits locaux dans les cantines, dont 20% de produits bio. Donc pareil, on est démarché par des chefs de cuisine. Je suis obligée de dire bah non, en fait j'ai pas suffisamment de production. Et donc notre problématique, c'est si on s'engage sur des marchés, il faut qu'on soit régulier. C'est une super surprise, les fruits blancs. Fruits blancs et fruits verts aussi, c'est vraiment hyper sucré. Surprise de la nature. Ouais, pas d'acidité. Je suis installée depuis le 1er janvier 2017, on n'a pas eu une année normale. Tous les étés 2017, 2018, 2019 et 2020, c'était vraiment très très sec. Et je veux dire, j'aurais pas eu d'eau, et ben j'aurais pas fait grand chose, quoi. Si j'ai pas l'eau de la Loire qui vient m'alimenter, je fais pas tourner ma ferme, quoi.
Mon idée de départ, c'était de travailler selon les préceptes du maraîchage sur sol vivant, donc avec pas de travail du sol et des couverts végétaux. J'ai des terres très calcaires et très hydromorphes où ça s'est pas du tout prêté et du coup j'ai eu des déboires. Je m'étais beaucoup abreuvée de vidéos et j'avais l'impression de tout savoir. Et finalement sur le terrain, ça avait rien c'était totalement différent. Donc je me suis bien cassé les dents la première année, la deuxième et la troisième. Et puis je continue de faire des bêtises, les années se suivent et se ressemblent pas. Et puis voilà, j'ai pas cette expérience que des personnes issues du monde paysan ils peuvent avoir. Donc j'apprends tout sur le tas. En fait, c'est ça qui est bien aussi, c'est que du coup, nous, on est vierge de tout préceptes familiaux. Et donc, tout est permis, mais du coup, on a aussi l'impression qu'on va faire mieux, quoi. Et j'allais réussir hyper facilement. J'allais jeter les graines et puis ça allait pousser dans mes 20 cm de paille. Ça m'a changé la vie de travailler mon sol. C'était plus simple de planter, du moins voilà, ça m'a simplifié les choses et puis je me suis rendu compte que les anciens et du moins ceux qui étaient déjà installés me disaient pas que des bêtises quoi. Il y a une façon traditionnelle de faire du maraîchage qui fonctionne, qui depuis des années les gens ils gagnent leur vie donc voilà, je revois vraiment ma copie. J'aimerais bien aller vers une agriculture où on est plus indépendant parce qu'aujourd'hui, même nous, petites fermes, même en bio, en fait, on est très dépendant de l'extérieur. J'ai trouvé du fumier que l'année dernière, du fumier d'ovin. Sinon, j'achète du bouchon de fumier. Donc si, t'es obligé. Et puis c'est vrai que nous, on pompe, hein, tu vois, on a des annuels, donc on a beaucoup d'exportations. Les légumes d'une année sur l'autre, on appauvrit nos sols, quoi. On demande beaucoup, hein, on en demande beaucoup. C'est de la manutention en permanence, ouais. Tu portes énormément, donc c'est le dos. Tu vois, par exemple, j'ai jamais eu de lumbago. Ma deuxième année, j'ai eu un lumbago. C'est pareil, on fait tout dans la précipitation. Toi, moi, en étant tout seul, pareil, c'est tout dans la précipitation. Donc les gestes ergonomiques, ouais, il va falloir travailler mieux si je veux pouvoir faire ma carrière en maraîchage, quoi. Si moi je veux pouvoir durer, il faut que je m'économise. Le maraîche, c'est quand même assez ingrat parce que c'est physiquement très sollicitant et je pense pas très rémunérateur. Je me tire pas de revenus. Je pense que des collègues qui sont installés à peu près en même temps que moi, eux, ils commencent à se tirer un petit revenu, voire d'autres, ils ont très bien fonctionné. Si j'avais habité sur place, aujourd'hui j'aurais un petit quelque chose. Je pense même pas un SMIC. Hein. J'aurais jamais des 1000 et des 100, mais j'ai un confort de vie quand même assez bien. Mais je me sens pas privée pour le moment. Je me serre quand même un peu la vis. Mais c'est un travail ingrat, ouais. Ah oui. Voilà. Les butternuts, il leur manquait un tout petit peu par rapport au petit marron, donc j'en ai pas trop ramassé. Ah bon, il est pas mûr, Si, lui, il est mûr, mais j'en avais pas beaucoup. Et je te prends des œufs. Bah oui. Ça va marche. tranquille, le mec travaille pas déjà donc. Oh là là, le collet. Ce que j'avais très mal évalué, c'était. Pourtant, tout le monde en parle, c'était cette somme d'administratif, de papier. Suivre les factures, on est démarché. Génial. Il y a plein de choses, on pense qu'à la production, à la commercialisation, mais moi, des fois, je suis submergée par ma compta. Et puis, il faut être sur tous les fronts. Pareil, on est démarché aussi par des jeunes, par des personnes qui veulent s'installer. On est sollicité par les écoles. Moi, je pense que pour l'instant, je ne sais pas trop dire non. Du coup, mon schéma familial aussi, le fait que moi, j'ai 2 enfants et tout, qui fait que ma famille me demande beaucoup de temps. Donc,
Mes enfants sont petits, ma priorité ça reste mes enfants. Il y a des choses, c'est pas monnayable et je trouve que ouais, j'ai l'impression d'avoir un planning bien chargé. Ouais. Et de pas justement pouvoir être effectivement débordé sans arrêt, quoi. Débordé, dépassé même, je dirais. Hop. Le problème d'être seul en maraîche, en fait, du coup il suffit que je rate un chantier à un moment, je me fais déborder par l'herbe et après, et ben vaille qui vaille, ça fait... Et là encore, je m'en suis pas trop mal sortie, parce que tu vois là-dessous en fait, il y a quand même des oignons. Alors c'est pas du gros calibre, hein. Mais il y en a quand même, donc la nature fait bien les choses. Et voilà. Ouais, si tu veux bien faire les choses en maraîchage, il faut que tu sois présent, il faut être là. Et puis il y a des saisons, il ne faut pas les rater, quoi. Et du coup, moi voilà, j'ai pu avoir raté des printemps ou même après des désherbages de plein été, des choses comme ça. Ouais, si, il y a des moments de découragement. Perdre tu vois, me faire tout enherber sur une culture où je me suis donné du mal, où j'avais déjà désherbé, des choses comme ça. Et tu vois, des moments où t'es fatigué, puis tu te laisses emporter, faire oh là là, et ben tu rates. Tu peux pas être partout, quoi. Ah, il y en a trop épais! Ça c'est en train de faire fumer ma machine! Il y a de la fatigue physique, tu vois, fin de saison, on est fracassé, j'ai mal partout, là, t'as mal partout, t'es fatigué, t'as du stress. Les fins de saison, tu vois, à l'automne, on n'est pas brillant, quoi. Et seul, c'est pas possible. Seul, c'est pas possible. Fais avec l'autre côté, là. Ah, merci, mon Gilou. Ah, heureusement que tu es là pour m'apprendre. En maraîchage, ici, on essaye un peu de se donner un peu la main, quoi. Ici, on a un super réseau, on est vraiment, il y a une solidarité c'est bienveillant. Là, il est bloqué là-bas. Alors. C'est parce que je l'ai posé, mon Gilou. Faut que je le relève. Et ben, Gilou, en fait, il est venu se présenter en disant que voilà, il était là, il était prêt à rendre des services, qu'il avait quelques qualités de soudeur. Ben, une ou deux fois, il est venu, il m'a fait des soudures du feu de Zeus. Il m'a briefé sur des choses, on s'est bien entendu. Et maintenant, je ne peux plus m'en passer. Et c'est vrai qu'on est plusieurs petits producteurs à s'être installés ces dernières années. Et Gilles, en fait, son souhait, c'est que justement, il y ait une agriculture. Lui, il est originaire de l'Aveyron. Du coup, il se rappelle de l'époque où, en fait, c'était des petites fermes, où les gens étaient solidaires les uns des autres. Et il a envie de nous donner ce goût de repartir dans ce sens-là, quoi. Merci mon Gilou, putain, j'ai cru que j'avais vraiment fait de la merde. Mon Gilou, t'es au top! Tu viens manger avec nous à midi alors du coup, Gilou? Ouais, je vais ramener les œufs. T'as du pain? Non. Maintenant, je ramènerai du pain et puis des œufs. Moi, je me sens hyper entourée, quoi. Il y a plein d'amis qui passent, cette ferme, c'était vraiment, tu sais, tu vois, j'avais remarqué que je voulais que ce soit un endroit de partage et c'est exactement ce qui se passe. C'est vraiment un endroit où les gens viennent, tu vois, les potes, ils ont bossé à midi, ils viennent manger là. Bah, tu sais, on va se filer la main pour plein de trucs, quoi. Camille, toi, t'es parfaite! Je sais. Ça, c'est pas mal. Mon pauvre Marcus, tu veux pas faire du profit avec nous? On gaspille pas. Non, mais l'ennui, c'est qu'on va pas couvrir grand. Oui, c'est pas commun. Moi, on a la chance ici d'avoir ça, ouais. Et tu vois, on est nombreux. J'ai l'impression que c'est vraiment, tu vois, dans l'air du temps qu'on va vers cet élan-là, qu'on veut refaire du collectif, même si peut-être c'est pas tout simple. Mais je trouve que l'énergie qu'il y a en ce moment autour de nous, elle est bien, quoi. Du coup, il y a une effervescence, on a plein d'idées, on a envie de faire des trucs. Même si c'est difficile, je vois qu'on va vers quelque chose de bien, tu sais.
J'adore, c'est super bien. Moi, je suis pleine d'espoir. Hein. Je sais pas si je fais bien, mais... Je suis installé comme paysan boulanger là, dans les monts du Lyonnais. La moisson, c'est toujours un moment un peu particulier. C'est toujours un moment un peu à la fois excitant, un peu stressant de voir la moissonneuse, de se demander à quoi va ressembler le blé. J'ai fait mes premiers semis en 2015 et depuis tous les ans, j'ai un truc qui avant était une catastrophe climatique et qui maintenant est juste un symptôme parmi tant d'autres. J'ai commencé par la grêle, les sécheresses, les gels de printemps et les canicules à répétition. Et puis là, cette année, ben ouais, on prend, en 1 mois et demi, on prend la pluviométrie de l'année. Et au moment des moissons, les pois chiches, ça a été la cata tout le long. Puis finalement, ben, c'est tout pourri, quoi. Les lentilles, ben, c'est pareil. Donc si on sort du joli blé, ce sera bien. On croise les doigts pour que ce ne soit pas germé. Parce que si on a du blé germé, c'est l'enfer pour faire le pain derrière. Les années se suivent, se ressemblent pas et il n'y en a pas une seule de sereine jusque-là. Voilà. C'est un drôle de métier. J'essaie de m'appuyer sur les références des anciens, mais elles n'existent plus bien. On a eu très peu de créneaux avec 3 jours de sec. Heureusement, on a aussi ces engins qui sont capables d'abattre des chantiers à toute vitesse. Donc on a pu moissonner du blé entre les gouttes. On n'aurait jamais pu le faire en traction animale, de sortir autant de volume. Je pense qu'il y a une centaine d'années, une année comme ça, c'est une année de disette. On n'aurait eu rien à bouffer. Le grain est bien sec. C'est un peu sale parce que forcément beaucoup d'herbe qui est montée dedans avec toute la pluie. Mais ça va bien se trier, ça, c'est pas un problème. La base, c'est vraiment de cultiver du blé pour le pain. Donc moi, je travaille un mélange de blé qui sont issus de semences paysannes, des semences de blé ancien. J'en mets tous les ans entre 5 et 7 hectares de ce blé-là, avec un objectif de rendement à 35 à 40 quintaux. J'ai pas d'intrants industriels, sans parler d'intrants chimiques. Hein. Ce qui arrive comme intrant, c'est du fumier. Et après, non, c'est la rotation. Je mets pas que de la céréale tous les ans, ça ne peut pas marcher, pas dans mon système, pas en bio. Donc il faut de la légumineuse, il faut une crucifère de temps en temps. Et puis il faut repasser par la prairie aussi régulièrement. Les variétés anciennes, là, c'est assez étonnant, tout ce mélange de variétés qui en fait va faire le même rendement que l'année dernière en pleine canicule. C'est assez résilient, c'est assez rassurant à voir. D'ailleurs 6 tonnes là. « 14 ! C'est parfait. On va boire des bières. Et dormir un peu plus tranquille. J'ai compris il n'y a pas si longtemps que mon métier, c'était ça. C'était pas de faire pousser des céréales, de faire de la farine, de faire du pain. C'est de faire en sorte que ça soit possible. Et de faire en sorte que ça marche et que les choses s'articulent correctement. Ah, sacrée année. C'est plein d'aléas, c'est faire en sorte qu'on puisse gérer l'aléa. C'est des choses que j'apprends tous les jours. Qu'est-ce qui dans mon métier est important, qu'est-ce qui dans mon métier est urgent. Ouais, ça génère du stress. On est effectivement très loin de la préoccupation que j'ai pu connaître moi en tant que salarié. C'est beaucoup d'incertitudes. Si je ne sors pas de blé, ben, en fait, économiquement, ça va être très compliqué. Si j'ai pas de blé, j'ai pas de pain.
quand on passe au triage et au stockage, quand ça sort du trieur et que ça monte dans le silo. Ouais, c'est un moment que j'aime bien. C'est un peu comme quand on sort le pain du four. Super. Paul, c'est l'ancien propriétaire de la ferme. Il a toujours le regard où il faut. Paul, c'est la main qui débarque au moment où j'en cherche une, quoi. Donc Paul et Marie-Claude, on s'est rencontrés, je crois, 2 ans et demi avant de signer effectivement la vente de la ferme. C'était une histoire qui n'était pas très bien engagée. J'arrivais avec un projet qui n'était pas un projet d'élevage, qui était en bio. Et moi, j'arrivais avec autant d'appréhension parce que j'arrivais dans une terre d'élevage qui n'était pas en bio. On a eu des discussions qui étaient franches parce que je crois qu'au départ, ni l'un ni l'autre, on y a trop cru. Ben, disons que j'allais bientôt arriver à la retraite et puis on voulait faire reprendre notre exploitation parce que dans le hameau, il y avait 7 fermes et elles avaient toutes disparu, il n'en restait plus qu'une. Alors on voulait faire reprendre l'exploitation. On a 4 enfants, non, ils n'étaient pas intéressés, les études les ont passionnés, donc ils ont pris d'autres voies. Et on n'a pas du tout voulu les forcer à prendre la ferme parce qu'il ne faut pas que ce soit une contrainte. Il faut que ce soit vraiment, à l'heure actuelle, il faut que ce soit une passion, un vrai choix. Et on voulait absolument transmettre notre ferme. On ne voulait pas qu'elle disparaisse et on ne voulait pas qu'elle aille à l'agrandissement parce que c'était une exploitation qui disparaissait. Les candidats n'étaient pas des paysans. Ah non, non, du tout. Non, c'était hors cadre agricole. On en a eu quand même 13, donc. Et puis Guillaume, qui est paysan boulanger. C'est lui qui est venu le premier. C'est lui qui est venu le premier. Qui est revenu à un certain nombre de reprises. Oui. Et ça a beaucoup effrayé Paul quand il nous a dit qu'il voulait faire de la culture biologique. Oui. Quand on a parlé bio avec Guillaume, ce qui nous a affolé un peu, enfin ce qui a affolé surtout Paul, c'est chardon, rumex et les ronces. Comment il allait pouvoir, sans traitement quoi, bien sûr. Quel rendement il peut sortir? C'est ce qui me faisait un peu peur. Et il est travailleur quoi. Parce oui. que... C'est ça qu'on a senti aussi, que c'était quelqu'un qui en voulait. Quelqu'un qui était sérieux, consciencieux. Donc ça nous a beaucoup inspiré confiance. Il nous a convaincus qu'il pourrait s'en sortir. Ça ne vient pas tout seul, hein. La terre, il faut gratter, il faut y travailler. Hein. Il ne faut pas se laisser envahir par l'herbe, il ne faut pas se laisser... Quand c'est le moment des moissons, c'est pas le moment de partir en vacances, quoi. Il faut être là. Ça fera 4 ans à la fin de l'année. Ah bah oui, c'est une grande satisfaction. Ah oui, oui. Une grande satisfaction et puis on a de très bonnes relations, donc c'est très important, quoi. On tenait à ce que ça marche, à ce qu'il prospère et puis on voulait que notre ferme soit entretenue. En fait, Paul et Marie-Claude ont réuni les enfants et unanimement ils ont décidé que ça resterait une ferme. C'est toute la famille qui a accepté l'idée que ça soit vendu moins cher pour pouvoir pour rester en agricole. Sans ça, il n'y aurait pas eu d'installation. C'est des justes parmi les justes. J'en reçois beaucoup de leçons. C'est mon petit frère qui était boulanger, qui s'est formé chez les Compagnons du Devoir. Donc l'idée de faire le pain à mon tour, ça a été parce qu'il y avait mon frère, parce que effectivement faire du pain m'a plu, et puis parce qu'il a accepté de me former. Il m'avait dit je t'accompagnerai au début, et puis au bout de 2 fournées, moi j'étais paniqué en lui disant comment je fais, enfin je peux pas me passer de ton aide. Et lui il m'a dit tu sais, je vais t'aider pendant 1 an en fait, on ne devient pas boulanger en 2 jours. Et donc on a fait 1 an de fournée en doublon, donc ma formation elle s'est faite là. Tout le pain qui sort d'ici est produit à base de céréales produites sur la ferme, et exclusivement. Je ne ferai pas du pain sans faire les céréales ni la farine. J'aime beaucoup faire ça, mais j'aime beaucoup faire ça comme un aboutissement. J'aime pas la répétition. Là, j'ai la chance
d'avoir un métier où ça change beaucoup, tout le temps. J'utilise pas de levure, j'utilise que du levain naturel, des variétés anciennes avec des teneurs en gluten qui sont très faibles, avec du coup beaucoup d'aléas, et qui fait que ça complique encore mon affaire. Mais si c'était pas aussi compliqué, je sais pas si ça me plairait autant. J'aime beaucoup travailler le pain en me rappelant de la manière dont on poussait les céréales. Mon plaisir, il est vraiment là. Quand on a sélectionné une semence et puis qu'à un moment donné, on regarde derrière la vitre du four le pain qui se lève, c'est vraiment chouette. Et puis après, la construction de mon fournil, ça a été un long travail de déconstruction des différents dogmes et croyances que j'avais pu cumuler, notamment sur la question du four, parce que j'avais en tête de travailler absolument au four à bois. Donc j'ai passé 4 ans à chercher le four à bois parfait avant de me rendre compte que dans mon système, écologiquement, ça ne marchait pas. Je ne suis pas producteur de bois. Donc petit à petit, j'ai déconstruit mes a priori, et avant de me tourner vers le four électrique. Ce four-là, il a la particularité, qui est en fait très classique dans un four de boulangerie, d'avoir des étages complètement indépendants. Ce qui veut dire que mon bilan énergétique est directement lié à la quantité de pain produite. J'aurais pas la cuisson exceptionnelle de temps en temps. Par contre, j'aurai une très grande régularité qui permettra d'avoir un pain bien cuit à cœur, qui soit donc plus digeste, etc. Je crois que j'ai du plaisir à faire ça. Disons que les moments où j'ai l'impression de travailler sont rares. Ils arrivent quand la contrainte de temps fait que je ne suis pas disponible pour la famille, je ne suis pas disponible pour les amis. Là, je vois qu'il y a une vraie contrainte. Le reste du temps, j'ai plaisir à avoir le fruit de mon travail, à avoir une valeur ajoutée avec une visibilité directe. Ouais. C'est très gratifiant comme boulot. Il y a évidemment une part de rêve quand on installe un projet, c'est que le premier, c'est que ça puisse marcher, qu'on puisse avoir un truc qui tient la route et en vivre. Si je rentre des sous, suffisamment pour pouvoir entretenir le matériel, manger et payer les factures, si je rentre des sous, je vais pouvoir faire plein de choses différentes. Je vais pouvoir expérimenter plein de trucs. Si j'ai un système qui est bancal parce que j'ai refusé un investissement ou que je me suis enfermé dans un dogme ou une croyance, il n'y a plus rien qui marche. Donc voilà, on continue par contre à chercher des solutions pour améliorer la pratique. On a effectivement des problématiques de gestion de mauvaises herbes. Ça, c'est vraiment la difficulté numéro 1. Elle peut être très envahissante, très ennuyante, très préjudiciable sur les rendements, mais elle peut aussi être pas si grave que ça. On n'a quasiment pas d'outils, c'est-à-dire que j'ai broyé, on va repasser par un labour, et puis on va réimplanter une prairie avec beaucoup de luzerne dedans pour essayer de concurrencer un peu à la flotte. Et puis on va entretenir par la fauche et le broyage le plus régulièrement possible. Mais si je veux être efficace, il faut que je la laisse quelques années, cette prairie-là. Ça veut dire que c'est une parcelle qui d'office va sortir de mon capital céréal. Et ça c'est un vrai problème. Ouais. On ne fait pas tout en 2 jours. C'est des parcelles que je viens de reprendre, qui ont été converties il y a peu de temps. Il y a forcément un temps de conversion. C'est pour ça que le besoin d'être soutenu financièrement dans une conversion bio, il est indispensable. Parce qu'en fait, si on ne l'a pas, on ne peut pas imaginer convertir des terrains. L'agriculture tout court, si elle n'est pas accompagnée, elle crève. Là, pour moi, c'est assez clair. Hein. On a donc un changement climatique qui pèse très lourd sur l'économie des fermes. Si on n'a pas un accompagnement politique fort, on ne fera rien. Donc des fermes à reprendre, il y en a plein.
Il y en a plein, mais si ce n'est pas accompagné par la collectivité de manière forte, ben, ça va être très compliqué. Je regarde la texture, je regarde s'il est bien sec, je sens l'odeur. À l'odeur, on sent vraiment si le foin est réussi ou pas. Et au craquement, au bruit, il y a vraiment plein d'intérêt à faire ça parce qu'on sent beaucoup de choses au toucher, au bruit, à l'odeur. Et là, il est bien réussi. Il y a des tiges un peu plus grosses. Ça, c'est plein de lignine, donc c'est plus difficile à digérer pour la vache. Mais ça, il n'y en a pas trop ici, donc ça va. C'est la période des foins, donc on est en train de faucher pour entrer de l'herbe pour les vaches pour cet hiver. On est une bonne équipe. Tiens, il y a notre collègue qui est là-haut, là, qui avance bien aussi. Ah ouais, c'est un des moments les plus importants de l'année, c'est clair. C'est un des plus intéressants. C'est un peu un des plus stressants aussi, mais pour l'instant tout va bien. Tant qu'il n'y a pas de casse sur le matériel et pas de pluie, on peut avancer à un rythme pas trop stressant, donc c'est plaisant, c'est très plaisant. Alors on est ici à Herbé en Isère, tout près des contreforts de Beldon. Et c'est un GAEC où nous sommes 8 associés et 3 salariés. Et on produit essentiellement du lait de vache et de la viande de porc, tout ça en agriculture biologique. Ce qui est un peu original chez nous, c'est qu'on a donc 11 personnes qui travaillent sur la ferme et on a 120 hectares de surface, on dit de SAU. C'est beaucoup de surface, mais c'est très peu rapporté par personne. En général, on entend souvent des agriculteurs qui ont chacun 200-300 hectares. Et pareil pour le nombre de vaches, vivre à 11 personnes sur 50 vaches, c'est assez rare. Alors c'est des vaches montbéliardes, les marrons et blanches, et on en a entre 40 et 50 qui font du lait tous les jours. Le fait que nous, on puisse être aussi nombreux à travailler sur cette ferme-là et à se tirer un salaire, c'est parce qu'on transforme tout le lait, ça fait environ 600-700 litres par jour de lait, et on affine et on vend directement aux consommateurs sur les marchés ou via un magasin de producteurs à Herbé. On économise les fameuses marges dont on parle souvent entre les éleveurs qui vendent le lait à la coopérative, qui le transforment, qui vendent après à des grands supermarchés, etc. Chacun pour vivre a besoin de prendre sa marge. Nous, on fait des petites quantités mais qu'on valorise sur place et qu'on vend directement aux consommateurs. Du coup, on économise ces marges-là suffisamment pour avoir un salaire acceptable. On est quand même en zone montagne. C'est de la petite agriculture avec de la valeur ajoutée sur le produit. Ces 700 litres de lait, ils vont servir à faire une pâte pressée cuite qui ressemble au gruyère, qu'on appelle herbière. On fait du cendré de Beldon qui ressemble au morbier. On fait un type Saint-Nectaire. On fait de la tome de Beldon, un type Saint-Marcelin. On fait du yaourt, du fromage blanc. Voilà, on a une belle diversité, une belle gamme de production. Allez ma belle, on y va. Allez en route. Namibie avance. Comme je te dis, hein, la plupart elles sont pas stressées. Oh là, moi j'ai 2 parents agriculteurs, j'ai 4 grands-parents agriculteurs et je crois 8 arrière-grands-parents agriculteurs. Donc l'agriculture n'est pas nouvelle dans la famille. Après, l'élevage laitier, la transformation, pour le coup, c'est vraiment pas ce qui se pratiquait dans ma région. On était en agriculture conventionnelle traditionnellement dans la famille et là on est en bio. Donc
ça change un petit peu la donne par rapport à ce qu'eux ont connu. Allez, Namour. Allez, mes mères. C'était pas forcément ce qu'ils me souhaitaient, entre guillemets. Encore moins en élevage laitier où il y a quand même beaucoup plus d'astreintes qu'en élevage allaitant. Après, je pense qu'ils sont assez contents de ce que je fais et puis ils voient que mon métier me plaît et que les produits qu'on fabrique me plaisent. Et puis, bon, j'ai quand même choisi un type d'agriculture différent de ce qu'ils ont connu eux. Et on va dire que là, sur une ferme bio, en ce moment, on va dire qu'on est quand même dans une optique, une démarche qui plaît quand même beaucoup plus à la population que l'agriculture conventionnelle. Et mine de rien, l'image qu'on a et qu'on donne, c'est quand même important dans un métier de pouvoir se sentir valorisé par ce qu'on fait et non pas dénigré comme peuvent l'être des agriculteurs conventionnels avec les pesticides et autres. Donc non, on a un vrai avantage à faire notre métier et à être reconnu dans notre métier. Bien, petite. Vivre à 11 avec un troupeau de 45 vaches, c'est effectivement pas du tout la norme en France, où en temps normal c'est une personne pour 45 ou 50 vaches. Et c'est ça qui impressionne le plus quand on vient du milieu conventionnel, oui. Alors ça devrait pas être étonnant, ça devrait être normal d'avoir des vacances et de se rapprocher le plus possible de la vie de tout le monde, on va dire. Donc oui, ça peut paraître surprenant pour des agriculteurs en élevage laitier d'avoir des vacances et surtout d'avoir beaucoup de vacances parce qu'on a quand même 5 semaines de vacances chacun. En plus de ça, on a tous des enfants et je pense que pour nos enfants, c'est quand même vraiment bien de pouvoir avoir des temps avec leur papa et maman en dehors du quotidien. Donc non, les vacances, on y tient tous. Ce qui me fait le plus plaisir dans ce métier, c'est de travailler avec du sens. C'est que tout ce qu'on fait, ça a un sens. Produire de la nourriture, c'est essentiel à la vie. Pour moi, c'est aussi important que l'éducation et la santé. C'est vraiment des choses, on n'a pas le choix, quoi. On est obligé de se nourrir. Moi, mon but, c'est que dans sa globalité, l'agriculture puisse se développer pour que ça puisse nourrir les hommes et qu'on prenne soin de l'environnement. On est en autonomie sur le fourrage et les céréales. On produit suffisamment d'herbes pour nourrir nos vaches l'hiver. Les céréales, on produit notre orge et notre avoine, notre triticale et notre pois pour les porcelets. La seule fumure qu'on met sur nos champs, c'est le fumier composté des vaches. Les céréales. Le petit lait, qui est normalement un polluant si on le rejette dans les canalisations. Le petit lait qui était donc un déchet, on en fait une valeur ajoutée pour nourrir nos cochons. J'ai l'impression que la culture qu'on pratique, à savoir sur des petites parcelles arborées, il y a des insectes qui passent, il y a des oiseaux, il y a des coccinelles, il y a tout ça. On sent que ce qu'on fait, c'est bien. C'est en observant et en écoutant et en réfléchissant qu'on réalise un pacte avec la nature et qui fait que ça marche. Que ce soit pour les cultures ou pour les animaux, de voir comment ça fonctionne, comment on peut prendre soin d'un animal pour qu'il produise bien du lait sans être stressé, que là ça marche. Derrière, au bout, au bout. Nouvelle pâture avec de l'herbe bien jeune, bien fraîche et pour elles c'est ce qu'il y a de meilleur. Donc elles sont bien contentes d'aller manger des sucreries en gros. Le changement climatique, moi ce qui m'inquiète c'est clairement le manque d'eau pour ici. Il y a des grosses canicules, il y a des grosses sécheresses et du coup il y a beaucoup moins d'herbe dans les champs. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment savoir être opportuniste pour qu'au final évidemment les vaches puissent avoir à manger toute l'année. Puis il y a des années où on s'inquiète plus parce qu'on sent que la sécheresse a déjà commencé à gratter du terrain et du coup on sent qu'on n'aura pas assez d'herbe pour finir l'année. C'est arrivé les 2 dernières années, on a dû acheter du fourrage. Ce qui m'inquiète c'est ça, c'est que si on va sur des années de plus en plus sèches, les rendements vont chuter complètement, quoi. C'est inquiétant. Faut pas oublier que si on n'a plus de pétrole chez nous,
il n'y a plus d'autonomie, enfin, il n'y a plus de ferme en fait, hein. Ça tourne, ça repose là-dessus. C'est un peu triste, mais c'est comme ça. Je veux dire, même en ayant des vieux tracteurs, en faisant de la mécanique jusqu'au bout, en faisant attention à tout, en faisant du vrac sur les produits type yaourt et fromage qu'on vend, etc. En faisant attention à tout ça, on a quand même toujours recours au pétrole. Si on devait faire ça à la main, ce serait pas possible. C'est une ferme qui n'est pas du tout dimensionnée pour faire des choses à la main, alors que ça reste une petite ferme. Mais pour l'instant, on ne peut pas se passer du pétrole. Et ça, c'est une aiguille dans le pied que je ne vois pas comment on peut enlever. Donc un GIEC, c'est une structure où on est tous responsables. 8 associés, c'est comme 8 patrons. Donc il n'y a pas une personne qui préside et qui dit que c'est comme ça que ça va se passer, c'est les 8 qui doivent se mettre d'accord. Donc on imagine bien que des fois, ça prend du temps de se mettre d'accord. Du coup, on se parle, des fois on se bagarre, des fois on se réconcilie, on en rigole. Enfin, c'est la vie, quoi. C'est ça qui est intéressant, c'est ça qui fait qu'on n'est pas tout seul dans son tracteur, comme certains paysans qui, moi, du coup, ne me donnent pas envie. On va déjà essayer de redresser ça. Ça ne s'apprend pas forcément que à l'école, ce métier de paysan. C'est très très large, il faut avoir un domaine de connaissances dans beaucoup de choses, quoi. Mais à la fois c'est très spécifique aussi, on peut être un super agronome spécialisé en microbiologie pour réussir à produire des céréales ou du fourrage en quantité et en qualité, mais à la fois c'est bien si on sait souder, parce qu'il faut réparer une machine et qu'on ne va pas faire venir un mécano pour faire une soudure à l'arc. Et puis il faut être bon aussi sur l'ordinateur pour faire les déclarations PAC et faire tout ce qui est le côté administratif qui est indispensable. Donc ça demande des connaissances dans beaucoup de domaines, c'est à la fois ça qui est génial, c'est que du coup c'est un peu le métier au sans métier, quoi. Il n'y a pas vraiment de routine, et ça c'est plutôt agréable aussi. Mais je pense qu'en effet quand on arrive dans le milieu agricole, ça fait beaucoup d'informations à comprendre, à retenir. C'est des habitudes qui sont dures à prendre, je trouve, quand on n'a pas vu nos parents faire ça ou quand on n'a pas été baigné là-dedans quand on était petit. Après, ça s'apprend très bien. Mais l'avantage justement de travailler à plusieurs, c'est qu'on peut échanger, on se trompe, on se le dit, on apprend, quoi. Je suis ouvrière agricole, du coup, je touche à la fromagerie, je touche à la traite, je fais un peu de vente. Et après, je suis arrivée avec quelques petites bases en fromagerie, mais dans l'élevage caprin, donc c'est quand même plus du lactique. Et là, ils m'ont formée pour tout ce qui était pâte cuite, tome. Ils ont pris le temps de me montrer, de me former. Et même après 2 ans, on apprend encore un peu tous les jours. Il y a toute une expérience que tu acquiers au fil des années, juste au toucher, juste à l'œil, qu'au début, quand on arrive, on n'a pas vraiment. Ça m'a toujours plu et après, j'ai fait mes études en fonction. Je suis partie dans l'agricole direct après le bac. Je suis pas partie avant parce que c'est pas des filières qui sont très valorisées en France. Et du coup, quand on a des bonnes notes, on nous pousse plutôt à faire un bac général. Et malgré ça, après, c'était encore décidé dans ma tête. Donc je suis partie en BTS agricole, juste derrière mon bac. Non, pas du tout. Mes parents sont pas du tout dedans. Personne de ma famille n'est dedans, mais ça m'a toujours plu, ça m'a toujours attirée. D'être dans la nature, de travailler avec la nature, d'essayer de la comprendre, de faire avec, de nourrir le monde. Et après, j'ai toujours été attirée plutôt par l'élevage, pour le contact en plus avec l'animal, la fromagerie, ça c'est quelque chose aussi que j'adore. J'adore le côté transformer son propre produit, de revaloriser un peu son travail. Il y a un savoir-faire en plus. Et aujourd'hui, il y a le côté écologique en plus et de concilier l'écologie avec notre travail. S'installer de A à Z aujourd'hui, c'est un peu le parcours du combattant pour avoir l'accès au foncier, quand on n'a pas de foncier directement. C'est vrai que les expériences que j'ai pu avoir avant m'ont pas découragée, mais presque. J'ai plutôt vu des schémas de chevrière toute seule, où c'est du travail H24 tous les jours, un maigre revenu, et la charge de boulot était impressionnante par rapport à ce qu'elle se tirait. Et là, c'est vraiment un exemple qui nous montre qu'avec le collectif, on peut déjà se tirer des jours de congé, on peut diminuer la charge de travail et de tout transformer soi-même, de tout valoriser en vente directe, on se tire tous un salaire. Et là, c'est un côté, ouais, ça nous montre qu'en fait, il y a d'autres schémas qui sont possibles et qui valorisent mieux le travail et le boulot qu'on fait derrière. Ouais. Alors moi j'ai voulu m'installer quand j'étais déjà au lycée agricole et en études supérieures agricoles et je me suis rendu compte que d'acheter une ferme ça coûte des centaines de milliers d'euros, c'était inimaginable.
c'est en venant du coup dans cette structure où j'ai acheté des parts sociales à un associé qui partait. Pour information, c'était environ 25 000 €, ce qui est assez accessible pour quand on veut s'installer dans le milieu agricole. Et je lui ai fait un chèque et j'ai récupéré des parts sociales. Je suis devenu propriétaire d'une petite partie de la ferme. Donc j'ai pu m'installer dans le milieu agricole. Et c'est une super solution. Et du coup, c'est accessible, c'est ça qui est génial. C'est que je me suis installé en élevage, en agriculture montagne avec 120 hectares pour 25 000 €. C'est exceptionnel. Je pense qu'il y a de plus en plus de gens comme ça qui s'installent sur des petites structures à taille humaine, à plusieurs, donc ça va dans le bon sens. Après, politiquement, moi j'en ai marre quoi. Et ben, l'agriculture bio, etc., c'est ça, et on laisse toute la place à l'agriculture conventionnelle. Ça va pas du tout assez vite politiquement. Et là, on espérait beaucoup des dernières directives, et en fait, c'est une catastrophe quoi. Donc il faut pas compter sur la politique pour faire changer les choses, en tout cas pas pour l'instant. Quelqu'un qui adhère, il adhère à un projet. S'il n'y a pas les produits qu'il veut, il peut en chercher d'autres. Hein. Il fait partie du collectif. Si moi je veux acheter des sardines et qu'il n'y en a pas, ben j'ai essayé de trouver des sardines et j'ai dans le collectif, j'ai trouvé des sardines. Voilà, on le met dans le collectif. Si tu te contentes d'acheter des trucs, tu vas à Intermarché. Enfin bon. Oui, on est bien d'accord. C'est une démarche. Tu payes une petite cotisation très faible. Tu lis une charte. Et puis si ça te plaît, tu t'engages dans le projet. C'est pas que consommer. En fait, c'est ce que j'avais parlé la première fois que j'étais venu, c'était de me dire, moi ça m'intéressait beaucoup aussi d'être dans un groupement d'achat, d'acheter en gros aussi des produits secs, type des pâtes, du riz, des choses comme ça. Et qu'on avait dit, par exemple là il y a l'huile, le café, des choses où on est directement avec le producteur. On s'était dit quand même qu'on essaye au maximum d'être en lien avec le producteur. Bon, ça demande beaucoup de taf. C'est pas parfait, mais ça fonctionne. C'est sûr qu'il y a des choses à améliorer. Bonjour, je suis Marie-Odile, donc de la vallée du Jabron, et je suis. Ça fait très longtemps que je fais des groupements d'achat alimentaires, en fait, en bio. Donc, quand je suis arrivée dans la vallée il y a une quinzaine d'années, j'ai importé mes groupements d'achat. Et donc j'en ai fait quelques-uns avec des amis du voisinage. J'ai envie de proposer à d'autres personnes de voir qu'on pouvait vivre aussi bien, même avec pas tant de moyens que ça, et qu'en s'organisant, on peut vivre autrement. Et plus libre aussi de ce qu'on peut consommer. Parce que c'est un choix. Le collectif, c'est pas seulement les agrumes, c'est aussi d'autres groupements d'achat. Il y a eu du terreau, il y a de l'huile d'olive de Crète, et c'est toujours en fonction, on essaye de prendre des producteurs, on est dans la solidarité, on n'est pas dans une démarche de faire des achats pour faire des achats. Donc l'huile d'olive, ça vient de Crète, c'est un petit village, donc ça fait vivre tout le village. Il y a le café Zapatiste. Et puis il y a aussi, on n'oublie pas non plus les producteurs locaux. C'est-à-dire que cette année, on a créé un panier de producteurs locaux qui débutent. Il y a une demi-caisse par locaux à partager avec, là il y a 1,5, donc il faut partager. Très bien, voilà. je m'occupe de ça. Donc vous faites-le plutôt à deux, parce que peut-être que c'est plus facile. Hein. D'accord, ok, ça va. Super, merci. On va prendre une caisse. Plusieurs groupes qui viennent chercher
leurs commandes. D'accord. Et après, ils redistribuent chez eux dans les villages. Donc c'est des points relais en fait finalement. Des points relais. J'étais chez une amie et donc j'ai proposé de venir donner un petit coup de main parce que ça m'intéresse et j'aimerais bien savoir si dans ma ville à Marseille il y a ce genre d'initiative solidaire. Essayer d'évincer au maximum tous les intermédiaires et consommer directement producteurs. Et c'est vrai que pour les agrumes, malheureusement, dans notre région, pas malheureusement, c'est normal, mais en tout cas, on n'a pas accès, donc on va jusqu'en Sicile, du coup. Et la Sicile vient à nous. Moi, c'est les grandes de Alors, parce que ce qu'il faut faire, c'est que les grosses, on les met dessous. Ouais, et on mettra les petites portes. Ouais. Ok, à chaque fois, je remets les petites portes. Oui. Oui. Merci. D'accord. Alors, on est le 29. Bonjour, vous êtes adhérente donc du collectif le groupement d'achat Jabron Action Solidaire. Oui. Depuis quand? Depuis l'année dernière. Je n'étais pas vraiment dans les actions solidaires, mais je suis intéressée par le local. Voilà, je mange bio depuis longtemps, donc il n'a pas fallu longtemps pour me motiver. Je trouvais que c'était intéressant. Vous poussez plus le caddie pour les agrumes? Non. Ouais, on vient un tour de rôle, donc voilà, c'est la première fois que je viens pour la saison. D'accord, ok. Voilà, et puis là, on va répartir après tout notre chargement qui est déjà là. Une mélange. Ouais, une mélange. Pierre Liotto, je suis arboricultrice sur la commune de Ribier. Donc je suis en agriculture biologique sur un domaine familial. Et donc en effet, le fait de pouvoir être dans le collectif pour la vente des fruits et des jus de l'exploitation apporte beaucoup de satisfaction dans le sens où en fait on a la chance de croiser beaucoup de personnes. Donc au niveau déjà social, c'est super intéressant de pouvoir communiquer avec plein de monde et plein de personnes d'horizons différentes, quoi. Et après, bien sûr, au niveau de la valorisation de la production de l'exploitation, c'est très avantageux pour nous d'être en direct du consommateur. Laetitia de Potion de Vie, donc que j'ai créé il y a 2 ans avec mon compagnon. Et on se concentre sur les produits vivants, donc du pain au levain naturel. Et moi, je suis spécialisée dans les légumes lacto-fermentés. Donc remettre au goût du jour cette technique ancestrale qui permet de conserver les aliments et aussi de les enrichir d'un point de vue nutritionnel. Donc moi je suis diététicienne à l'origine, donc voilà, c'était l'envie de produire de créer des produits de qualité nutritionnelle tout en utilisant en fait les pertes, parce que quand on a beaucoup de légumes sur une saison, souvent les agriculteurs ont des pertes, donc moi je récupère justement quand il y a des surplus, donc ça permet de lutter contre le gaspillage et de conserver. Par exemple là j'ai du melon, donc que j'ai fait au mois d'août, à une période où l'agriculteur avait trop de melon, il en jetait. Et là, ça permet de manger du melon en hiver. Alors bien sûr, ça n'a plus du tout le même goût, puisque c'est transformé par le processus de lactofermentation. Donc la lactofermentation, en fait, ça se fait à partir des bactéries qui sont naturellement présentes dans les aliments. Et quand on les plonge dans une saumure, donc en mode anaérobie, c'est-à-dire ils ne sont plus au contact de l'air, il se crée ces transformations chimiques qui vont transformer les qualités nutritionnelles des aliments. Salut Laetitia. C'est-à-dire que c'est aussi une réponse à toutes les dérives actuelles de l'industrie agroalimentaire qui utilise de plus en plus d'additifs, de choses sur lesquelles on n'a aucune traçabilité en fait. Et revenir au local, ça permet justement de rencontrer les personnes qui produisent, de rencontrer les exploitations, de savoir en fait ce qu'il y a dans les produits qu'on mange. Tout simplement, c'est ça, manger local.
Je vous retrouve ici, donc vous êtes au cœur de l'initiative donc de ces casiers et de cette alimentation 24 heures sur 24 avec les producteurs. Comment est née cette initiative? Suite au Covid, on s'est aperçu, suite au Covid et puis suite sûrement à une problématique de locataires. Ça fait plusieurs années que la boulangerie périclitait un petit peu et il y avait une réelle difficulté de clientèle. Et du coup, les locaux sont restés fermés suite à une liquidation judiciaire. C'est ce qui a amené cette réflexion de reconvertir ces locaux communaux en points ouverts 24/24, en point de producteur. La toute première idée qu'on avait eue, c'était de faire un magasin de producteurs, avec une tenue de producteur, et très vite on s'est aperçu que ce serait compliqué sur leur timing d'attitrer des heures sur cette tenue de magasin. Et la deuxième idée, c'était les casiers, et donc très vite cette idée a démarré. D'accord, alors c'est vrai qu'on pourrait penser casier sans contact, carte bleue dans les villages, mais finalement, vous avez compris que ça mettait du lien, alors c'était le but un petit peu aussi de cette initiative. Contrairement à ce qu'on pouvait penser et à nos peurs, on s'est aperçu que ne serait-ce que le fait que les gens ressortent de chez eux pour venir acheter tel ou tel produit suffisait à recréer du lien. Alors c'est évident que c'est pas une formule idéale dans le lien, mais pour autant, il se pratique et dans le hall et à l'extérieur. On revoit des gens circuler. L'idée de ce mandala, c'était vraiment de recréer du lien et un mieux vivre dans ce genre de petit village rural. Et c'est ce qui s'est mis très vite en place. Le Covid nous a aidés parce que les gens étaient dans cette demande de recréer ce lien. Nous, en local, on a mis en place un marché de fin de journée qui a très vite pris, et c'est là qu'est venue cette idée de potentiellement fédérer les producteurs locaux sous forme d'épicerie locale. On encourage les producteurs à participer à ce genre de choses. Ça crée une dynamique, alors ça crée une contrainte, mais ça crée aussi un petit plus pour les producteurs qui participent à ça. Et on s'aperçoit finalement que les gens adhèrent vraiment et que ça fonctionne pas mal. Volonté globale au sein du conseil que d'encourager ce genre de projet. Et on est plus que heureux que le premier projet qui a vu le jour sur la commune sorte de la mairie, c'est évident. Là, vous approvisionnez tous les combien à peu près? Tous les jours. Ça dépend, si de l'affluence, mais en principe tous les jours. Avec Vézian, maraîcher sur Sisteron, je viens réapprovisionner les casiers qui est de Noyer-sur-Jambon. Voilà. Je mène des paniers de légumes, je fais des paniers garnis, puis après on a toute une colonne de légumes au détail, des poireaux, des carottes, un peu de tout, des légumes de saison exclusivement. Et vous avez rejoint cette initiative de quelle façon? C'est sur le marché que tous ensemble on parlait d'ouvrir un point de vente où il fallait qu'on fasse quelque chose dans la vallée parce qu'il n'y avait rien. Et voilà, on ne savait pas trop, un magasin de producteurs. Puis après on a pensé à ces casiers là et on est parti sur ça. Voilà. D'accord. Et est-ce que vous êtes content parce que ça a débuté il n'y a pas très longtemps? Oui, moi pour ma part je suis très content et je pense que les autres aussi. Et ça permet aux clients de venir 24 heures sur 24. Non, c'est pas mal. Bonjour, je m'appelle Nadine, je viens régulièrement au casier, c'est fabuleux. De très bons produits locaux, très bonnes marchandises, à des prix super corrects, tout va bien. Donc vous êtes habitant de la vallée? Oui. D'accord. Ça fait vraiment pas loin. Donc vous faites vos courses ici maintenant? Je fais le maximum de mes courses ici. Ah, c'est super. Et cette initiative, vous avez entendu parler de quelle façon? Ma belle-fille met des œufs aussi ici, et voilà. Donc on vient régulièrement. Je suis Alexia du GAEC de la Rivière, à Noyer-sur-Jabron. J'ai créé cette initiative avec plusieurs agriculteurs de la vallée du Jabron pour avoir un point de vente permanent proche de notre exploitation. Donc moi je suis productrice de fromage et produits laitiers de vache, au lait de vache mais aussi au lait de brebis. Bon, actuellement en hiver j'ai que du lait de vache parce que le brebis va reprendre au mois de mars jusqu'au mois d'octobre. Je vends déjà depuis 2 ans sur le marché de Noyer-sur-Jabron.
Moi, j'ai grandi à Noyers-sur-Jabron, sur la ferme de mes parents, et puis j'ai rejoint l'exploitation en 2016. Et depuis 2020, on a mis des vaches laitières et des brebis laitières. Donc voilà, depuis 2 ans, on transforme le lait de nos animaux pour en faire des produits laitiers et des fromages. On fait également de la viande d'agneau et de la viande de bœuf. Un jour, Arlette, elle nous dit faut qu'on installe des casiers automatiques, ce serait top dans la vallée. Et on est parti sur cette idée-là. On a commencé à monter le projet en cherchant un petit peu les devis, les financements, comment ça pouvait se passer. Puis ça s'est bien goupillé parce qu'au même moment, il y a la mairie, enfin le maire qui nous a annoncé qu'il recherchait à louer son local pour y mettre pour faire un point de vente avec les producteurs. Je rejoins d'autres initiatrices de ce projet, donc Arlette. Oui. Bonjour. Bonjour. Qui êtes-vous? Arlette Martin, je suis co-gérante du GAEC du Pré des Poiriers avec mon fils et mon mari. On est situé à Saint-Martin, au petit hameau de Saint-Martin, au-dessus de Noyers. On produit de l'agneau, du veau et des chevreaux. On fait que de la viande. Et de la petite épeautre, farine de petite épeautre, voilà, entre autres. Le retour des habitants, ils sont très contents. Ils ont un point de vente où ils peuvent venir de nuit comme de jour. Ça, c'est très positif. Nous, personnellement, on fait déjà de la vente directe et on a un atelier de découpe à la maison. Ça ne nous a pas mené guère plus que ce qu'on avait. Les gens, ils nous connaissent d'avant. Ça fait très longtemps qu'on fait ça. Mais on est très content du chiffre d'affaires qu'on fait dans les casiers, malgré tout. Et il y a de nouvelles rencontres aussi dans cette aventure? Oui. Et puis c'est surtout, je pense qu'on a créé une solidarité entre les agriculteurs de la vallée. On se connaît mieux, on se côtoie, voilà, et je pense que ça fait un joli groupe d'agriculteurs dynamiques. Et joyeux. Et joyeux. C'est Audrey, je suis éleveuse de chèvres provençales. Je transforme tout le lait en fromage et yaourt. Je suis associée avec mon mari, on est en GAEC ensemble. Actuellement, là, j'ai pas de produits à vendre parce que les chèvres sont en train de faire leurs petits et de les élever un petit peu. Et après, je récupérerai le lait pour faire les fromages et je mettrai en vente au casier. D'accord. Et auparavant, vous vendiez où? Sur place ou En vente directe sur les marchés et sur 2 magasins de producteurs. Ça vous demande un peu plus de travail de venir ici? Un petit peu plus, mais c'est pour la bonne cause, on va dire. C'est pour faire vivre le village et pour vendre aussi les produits et faire un point de vente de plus. J'ai 70 chèvres. D'accord. Et vous êtes seule avec votre mari pour vous occuper de tout ça? Oui, c'est le moment le plus intense où on démarre la fromagerie, en même temps on a les cabris, en même temps ça continue de mettre bas. Voilà, c'est de très longues journées. Vu que l'année dernière la boulangerie elle a fermé, on a essayé d'avoir du pain H24 sur le magasin. Et ce qui a permis aussi, donc, comme plus de commerce dans le village, de réouvrir ce petit magasin de casier pour pouvoir apporter un commerce au village et notamment du pain tous les jours. Donc il y a le boulanger qui est installé en bas et qui met son pain à vendre dans le casier. Bonjour, je m'appelle Denis Audiquet. Je suis boulanger à Noyers-sur-Jabron depuis 3 mois. Et je propose d'une part une gamme courte en farine de tradition française et ainsi que des pains spéciaux en bio et en farine locale. Voilà. Vous participez donc à cette initiative toute nouvelle, récente, les casiers des producteurs locaux? Oui, tout à fait. J'ai raccroché un peu au wagon, mon wagon au train des producteurs qui ont ouvert ce lieu il y a 3 mois également. Et donc je dispose de 16 casiers dans ce local où je mets mes produits en particulier quand je suis fermé, puisque je ne travaille pas non plus 24 heures sur 24 comme les casiers. Je pense qu'il faut aussi que les gens ils sachent qu'on a des produits de saison, là on est dans la vallée, donc je pense qu'ils le savent, mais qu'on pourra toujours que leur apporter, on n'aura pas des tomates en hiver, on n'aura pas des fromages de chèvre au mois de décembre, mais on fait de notre mieux pour avoir une diversité de produits et je pense qu'on va essayer d'élargir la gamme aussi.
C'est une autre façon finalement, vous amenez aussi aux habitants et aux habitantes une autre façon de consommer. On pousse plus le caddie là. Ah oui, non, pas du tout. Et puis, voilà, c'est du direct. Et puis, on en voit beaucoup qui passent tous les jours. Tous les jours, on en voit certains qui passent prendre des fois rien, juste pour regarder par curiosité, hein, mais aussi juste ce qu'il leur faut, rien de plus.